bonjour à toutes et à tous. Désolée pour le retard au démarrage, mais effectivement, on a eu quelques difficultés dans l'organisation et l'accès au site. Et nous attendons encore un dernier intervenant, mais qui est présent et donc qui va nous rejoindre de suite. Mais je propose de démarrer, puisqu'effectivement, quoi qu'il arrive, l'Agora se terminera à 10 heures. Je vais me présenter. Donc Estelle Kéral, chef de projet PAERPA, la direction de la sécurité sociale. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un état d'avancement du dispositif parcours de santé des aînés, avec surtout, et je donnerai la parole assez rapidement aux professionnels de santé ici présents, un retour d'expérience de terrain de comment finalement se met en place les dispositifs pilotes PAERPA sur les territoires. Et donc on aura un regard croisé de médecins généralistes, d'un pilote de coordination territoriale d'appui au niveau de l'Île-de-France et d'un gériatre sur le territoire du Nord-Pas-de-Calais. Donc mon intervention sera l'intervention sera en plusieurs temps, avec l'appui de l'ANAP qui assure effectivement dans le cadre du déploiement du PAERPA un appui au niveau du pilotage national, mais au niveau également des agences régionales de santé, et qui indiquera du coup les différents travaux qui sont mis en œuvre dans le cadre du PAERPA sur la capitalisation et le retour d'expérience. Je vais donc présenter les différents intervenants et puis je lancerai du coup la présentation. Donc je vous laisse peut-être vous présenter. Bonjour, donc je suis docteur Dardel, je suis médecin généraliste. Je travaille à Crimée, donc dans le nord parisien, dans le 19e, qui était une des zones test de PAERPA. Donc le secteur c'était 9, 10, 19, donc on a pu travailler avec le Dr MIFTM et la plateforme d'appui dans le début et du coup profiter du début. Voilà. Docteur Leurs, donc je suis médecin gériatre sur la région Nord-Pas-de-Calais où on est en expérimentation pour le PAERPA sur la région de Valenciennes, du Valenciennois, Quercita. Bonjour, et je suis le docteur Misme, donc responsable de la coordination territoriale d'appui sur Paris. Bonjour, Élise Prou, je suis chef de projet à l'ANAP, donc en charge de l'accompagnement des ARS dans la mise en œuvre du projet. Très bien. Et bien, du coup, je vous propose de présenter très rapidement le dispositif PAERPA et notamment dans le cadre de la logique de parcours, plus particulièrement pourquoi les personnes âgées en risque de perte d'autonomie ont fait l'objet de ces dispositifs de mise en œuvre du fait effectivement d'enjeux de société, de santé publique, à la fois démographique, puisqu'on est bien sur une population vieillissante qui va doubler d'ici 2050, des enjeux sanitaires avec plus de 85% des personnes âgées de 75 ans et plus qui ont au moins une pathologie. Financier, on est sur la population des personnes âgées entre un quart et la moitié des dépenses de santé qui concernent les personnes âgées, et également des enjeux sociétaux et éthiques, notamment dans la logique de qualité de vie, de libre choix et du juste soin qu'il faut effectivement assurer à nos aînés. Dans la genèse un peu du dispositif PAERPA est liée en fait au constat et aux recommandations du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, qui a clairement visé les personnes âgées du fait des logiques de complexité du parcours, une approche vraiment multidimensionnelle, une diversité, un cloisonnement des acteurs avec du coup des difficultés de circulation d'informations et une utilisation non efficiente des fonds publics, avec une volonté vraiment de décloisonner finalement le secteur sanitaire, médico-social et social pour assurer une prise en charge globale de la personne âgée. Et c'est bien dans ce cadre que les dispositifs des parcours de santé des aînés se mettent en place. Dès 2013, dans le cadre de la stratégie nationale de santé et avec un déploiement qui va s'opérer en 2016 sur au moins un territoire PAERPA dans chaque région non couverte. Le dispositif PAERPA, le parcours de santé, a aussi permis finalement de préfigurer la loi santé et la loi d'adaptation de la société au vieillissement, qui portent dans ces deux lois la logique de parcours et de décloisonnement des différents secteurs.
Actuellement, le dispositif PAERPA se déploie sur 9 territoires pilotes. Vous avez ici la carte qui est représentée avec comme objectif d'avoir des territoires très variés, à la fois départementaux pour la Mayenne et la Haute-Pyrénées, mais également des territoires ruraux, en Bourgogne-Nivernaise par exemple, ou semi-rural pour l'Indre-et-Loire, Loches et Amboise, ou très urbains, type Bordeaux, ou également le Grand Nancy. Ces dispositifs PAERPA permettent donc à plus de 190 000 personnes âgées de plus de 75 ans de pouvoir bénéficier des différents leviers du dispositif. L'objectif, il est clair, c'est améliorer la qualité de vie de la personne âgée par le maintien à domicile, l'accès aux soins et l'accès aux prestations, éviter les ruptures de prise en charge et surtout, c'est vraiment un enjeu pour les professionnels du travailler ensemble. Ce dispositif, il est donc dédié aux personnes âgées de 75 ans et plus, avec une gouvernance qui est à la fois nationale, avec un comité national, mais surtout locale, avec des instances de gouvernance qui sont en lien avec les différents acteurs. L'ARS pilotant ce dispositif en lien avec les conseils départementaux, mais également avec l'ensemble des acteurs du territoire, qu'ils soient sanitaires, médico-social et social. L'objectif du dispositif, c'est la continuité des soins, le parcours, avec 3 notions. La coordination clinique de proximité, qui est une équipe de soins primaires qui est composée de plusieurs professionnels de santé avec le médecin traitant en tête de pont. Une coordination territoriale d'appui, qui est finalement un numéro unique d'accès à l'ensemble des professionnels, des personnes âgées et de leurs aidants pour répondre à toute question concernant les dispositifs de mise en œuvre pour la prise en charge des personnes âgées et l'optimisation des transitions ville-hôpital avec un certain nombre d'outils et un dispositif d'accompagnement qui est dédié, à savoir des formations pour les professionnels, des systèmes d'information communicants qui permettent effectivement d'accompagner cette logique de changement. Je ne vais pas plus loin puisque je vais laisser la parole aux professionnels qui présenteront ces différents dispositifs. Alors, où nous en sommes actuellement, on est effectivement sur un déploiement effectif depuis 2015. On a les 9 coordinations territoriales d'appui qui sont positionnées sur les territoires, qui rendent des services à la population, aux professionnels. La logique de coordination a démarré avec des plans personnalisés de santé, puisqu'on est à près de 2500 plans personnalisés de santé en cours. Des outils donc qui correspondent, qui répondent à des besoins, vraiment une logique de travailler ensemble qui démarre, mais il reste encore vraiment un certain nombre de leviers, il ne faut pas se le cacher, puisqu'on est sur un dispositif complexe et avec des logiques de changement de pratique qui sont importants à accompagner et à inscrire dans la durée. Donc voilà, c'est tout encore un enjeu, un défi, le parcours de santé des aînés. Je vais du coup donner la parole à Élise Proux qui va nous présenter la démarche ANAP dans le cadre du PAERPA. Voilà, donc concrètement, comment ça se met en place dans un territoire? On a assez classiquement dans une démarche de projet donc une phase de cadrage qui vise à définir le territoire sur lequel on va intervenir, identifier les acteurs clés qui vont devoir être mobilisés. Ensuite, une phase de diagnostic proprement dit, de diagnostic territorial où on va, à partir d'un certain nombre de données, d'éléments quantitatifs et qualitatifs, qualifier un petit peu quelles sont les problématiques du territoire, voir un petit peu quelles sont les priorités à mettre en place, les réponses, comment adapter les réponses qui sont prévues dans le cadre de PAERPA au territoire. On a ensuite une phase qu'on appelle élaboration de la feuille de route, qui est en fait la formalisation des actions qu'on souhaite mettre en place dans le territoire, cadencées dans le temps. Ensuite, on passe au bout de 6 à 9 mois à une phase réellement de mise en œuvre de cette feuille de route sur le territoire. Donc concrètement, on a des actions, une CTA qui va se mettre en place, des PPS qui vont commencer à être mis en œuvre. Évidemment, tout au long du projet et dès le démarrage, en fait, il y a des axes sur la communication et sur l'évaluation du projet, c'est-à-dire ses résultats finalement et les effets qu'il va pouvoir produire sur les personnes du territoire à penser et à mettre en place.
L'idée aussi du projet PAERPA, c'est qu'on est là pour l'instant sur des territoires pilotes, mais qui ont vocation potentiellement à être reproduits et dupliqués, évidemment de façon adaptée à chaque territoire, parce que c'est vraiment un des principes actifs du projet, de s'adapter à l'existant d'un territoire et de combler les manques ou d'améliorer encore plus l'existant. Donc on a une problématique d'essaimage derrière pour, par exemple, à l'échelle d'une ARS, on a travaillé sur un département, comment on réutilise et comment on mobilise aussi sur d'autres territoires sur ces problématiques. Et puis, voilà, en termes de timing, on est sur entre le démarrage du pré-cadrage et du lancement et le début de la mise en œuvre de la feuille de route. En général, on est sur 6 à 9 mois. Et ensuite, la mise en œuvre dure à peu près 1 an, en tout cas dans vraiment la montée en charge des différentes actions. Pour la mise en place, donc dans les territoires pilotes, la NAP a un rôle à plusieurs niveaux. On est à la fois en appui de la DSS pour la gestion du projet au niveau national, mais on est également en appui direct aux ARS et aux acteurs territoriaux pour la réalisation concrète du diagnostic. Nous, notre objectif, c'est pas à terme, on n'a pas vocation à accompagner l'ensemble des territoires à mettre en œuvre ces démarches-là. En revanche, on utilise ce qu'on voit et ce qu'on fait dans le cadre de ces accompagnements des pilotes pour capitaliser et produire un certain nombre d'outils, de méthodes qu'on met ensuite à la disposition du plus grand nombre. Donc, sur la période 2013-2015, on a déjà formalisé un certain nombre d'outils et de documents qui aident à la mise en place d'un projet de ce type. Et là, dans les documents à venir, sur l'année qui vient, on va être plus sur des choses un peu plus concrètes. Donc, on a publié en début d'année, l'année dernière, sur le système d'information PAERPA, la problématique des systèmes d'information collaboratifs pour échanger de l'information sur les patients. On va être sur l'organisation de la gouvernance d'un projet de ce type, la mise en place d'une coordination territoriale d'appui et le pilotage de l'équipe mobile de gériatrie avec un outil pour pouvoir avoir des données d'activité un peu plus homogènes et qui permettent de mieux piloter les équipes mobiles. Après, pour la suite, je ne m'étends pas plus parce que l'intérêt, c'est de voir aussi comment dans les territoires ça peut se passer. Je vous renvoie à l'ensemble de nos publications que vous trouverez sur notre stand aujourd'hui, donc en J57. Et sur notre site internet d'une façon générale. Très bien, merci. Du coup, on va maintenant faire des zooms sur les territoires et on va commencer par l'Île-de-France avec le docteur Misme qui va nous présenter la coordination territoriale d'appui qui est maintenant la maison des aînés et des aidants et le lien avec un retour de médecins généralistes. Je vous laisse la main. Bonjour. Donc, je vais vous parler du territoire de PAERPA Paris, le seul que je connaisse bien. Donc, très rapidement, donc nous, c'est un tout petit territoire avec une forte densité. Ah, vous m'entendez ou pas? Ouais. Comme ça, c'est bon. Ouais. Donc, PAERPA, le territoire de Paris, c'est un tout petit territoire, mais avec une forte densité de population. La particularité, c'est qu'il y a une faible population de personnes âgées en valeur relative. C'est juste 5% de la population, donc c'est noyé dans la masse. Par contre, en valeur absolue, on est à 20 000 personnes âgées de plus de 75 ans, ce qui fait un des gros territoires PAERPA par rapport aux 9 expérimentations. Des fortes inégalités aussi, c'est ce qui peut le caractériser, et avec un revenu médian pour Paris un peu inférieur à la moyenne parisienne. Notre territoire, peut-être, c'est une grosse richesse de l'offre, mais avec un gros bémol, parce qu'il y a beaucoup de structures à Paris, beaucoup de structures de coordination, plus de professionnels de santé qu'ailleurs, une grosse offre médico-sociale et une offre hospitalière, mais tout ça avec des bémols, parce que pareil, des grandes inégalités, voilà, je m'étends pas, vous le savez, beaucoup d'acteurs, et par contre, des gros atouts, c'est une grande cohérence de nos territoires entre le département de Paris et l'ARS pour les structures de coordination, notamment sur les CLIC et les MAIA. Les constats qui avaient été faits, je pense, avant et qui sont aussi parisiens, c'est sur notre territoire, donc par rapport à cette richesse, il y avait des cultures de travail qui étaient différentes, des capacités de prise en charge variables, des modalités d'organisation qui étaient différentes, des outils techniques qui étaient singuliers à chaque structure, des structures qui étaient peu lisibles, en silo, mal connues, complexes, enfin voilà.
Il y avait le besoin, donc sur notre territoire à nous, il n'y avait pas encore de Maya au début de l'expérimentation PAERPA, donc un besoin d'intégration, de travail ensemble, de co-responsabilité et aussi d'arriver à plus d'efficience dans l'organisation pour répondre aux futurs besoins de notre territoire, tant en besoins populationnels que dans les besoins de politique de santé. Alors, comment est arrivée la maison des aînés et des aidants donc, quand arrive l'expérimentation PAERPA, donc il y a une coordination territoriale d'appui qui doit se créer. Il y a un clic sur notre territoire qui est déjà assez connu et reconnu. La plainte des acteurs, c'est beaucoup ce silo des structures de coordination. Et donc, ce qu'il est décidé avec l'agence, c'est de ne pas créer une nouvelle structure, mais de fusionner l'ensemble des structures existantes. Donc, dans tout ce laps de temps d'une année, on a fait tout un travail de décloisonnement, de simplification et dans l'objectif d'être plus lisible pour les professionnels et pour les usagers, pour aboutir à ce que maintenant on définit une plateforme d'appui, de coordination et d'intégration unique sur le territoire qui est dédiée aux usagers et aux professionnels. Voilà. Donc dans appui, on fait un petit clin d'œil à la coordination territoriale d'appui. Dans coordination, on voit le clic. Et dans l'intégration, vous voyez la Maya. Mais après, on a enlevé tous nos acronymes. Et voilà. Et on a repensé les missions, parce que quand on a regardé les missions de l'ensemble de ces 3 structures de coordination, pouvaient être assez similaires. Et on a un peu tout repensé pour arriver à une feuille de route unique. Voilà. Donc la mission du clic, les missions de la CTA, les missions de la Maya, pour faire plus que la mission de la plateforme gérontologique d'appui de coordination et d'intégration avec nos co-tutelles qui sont le département et l'ARS. On a 2 opérateurs. Et voilà. Donc on a une structure unique, une équipe pluridisciplinaire. On a étendu nos horaires, voilà, parce que je pense que ce qui était important aussi, et l'une des missions qui était de la CTA, c'était de travailler avec les professionnels de santé libéraux. Et donc, voilà, et d'ailleurs c'était une demande aussi d'être ouvert le samedi matin et jusqu'à 19h le soir. Et c'est un laps de temps, 17h30, 19h, où effectivement les professionnels de santé libéraux peuvent appeler la structure. Et on voit bien que c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on a le plus grand nombre d'appels. Et le samedi matin aussi, sur les astreintes. Donc voilà, après on a redéfini nos missions pour répondre et aux usagers et aux professionnels. Parce que, donc, chose classique, hein, on est là pour informer, orienter, appuyer les professionnels, expertiser pour les évaluations à domicile, l'accompagnement. Après, on a une particularité d'urgence sociale, mais voilà, que je ne vais pas décrire, et la politique d'intégration sur le territoire. Je développe pas. Oui, parce que... Je passe vite. Hein. Notre fonctionnement, voilà. Alors, je pense que ce qui est important, c'est que sur le territoire, on a une demande qui est centralisée, donc il y a un numéro unique et toutes les demandes arrivent à ce numéro unique et après sont dispatchées. Donc on a un pôle d'accueil, les demandes arrivent ici et après, en fonction de la demande, soit on fait une réponse immédiate, soit après ça part dans un circuit de signalement de personnes et où on va essayer de répondre dans un laps de temps idéal. Vous verrez après, je vous parlerai des points faibles et ça rentre dans un circuit de concertation pluridisciplinaire. La mise en place de cette structure, c'est peut-être le plus important sur les retours. Ça n'a pas été simple en interne, au niveau de l'équipe. Ça a pris beaucoup de temps. Ça a changé leur pratique. La chose pour laquelle ils ont adhéré, c'est voilà la concertation, le côté pluridisciplinaire, le décloisonnement entre le milieu social et le milieu médical, une facilitation de travail avec les professionnels de santé libéraux, parce que anciennement le CLIC, ils avaient moins l'habitude de travailler avec les professionnels de santé. Là, voilà la facilitation d'arrivée d'un médecin gériatre, d'un infirmier, ça a quand même fluidifié les choses. Et eux avaient cette demande-là de travailler plus avec la médecine libérale parce qu'ils savaient bien que dans leur prise en charge quotidienne, il y avait besoin de ça. Je vais passer vite. Et le retour des partenaires, mais peut-être que je vais te laisser le dire, Nicole.
Donc oui, pour nous, c'était vraiment important de pouvoir avoir un appui directement, soit par consultation téléphonique, soit d'avoir aussi des personnes qui se déplacent au domicile des patients. La prise en charge d'un patient quand on est en milieu hospitalier et quand on est à leur domicile, elle est extrêmement différente. Et quand on a vraiment envie de maintenir le domicile des patients, les garder chez eux, dans leur environnement, qui permet de les garder plus stables, c'est vraiment un atout de pouvoir avoir cette intervention. Notamment l'équipe de gérontopsie, l'équipe des ergothérapeutes. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent se déplacer, qui favorisent une bonne prise en charge. Donc pour ça, nous, on a vraiment vu une différence dans ce qu'on pouvait déployer et on s'adapte mieux aux patients dans des situations où c'est vraiment très important. Voilà, puis l'expertise, ils ont été disponibles. Enfin, on se sent appuyé. Après, ça va dépendre aussi de l'expertise de chaque professionnel et de son insertion sur le territoire et de sa connaissance déjà. Dans notre équipe, on est tous jeunes, mais certains d'entre nous font beaucoup plus de gériatrie et travaillent déjà beaucoup avec les maisons de retraite et donc ont une connaissance qui est plus large des ensembles des intervenants possibles. Pour les médecins généralistes qui ont une activité très généraliste et qui voient une portion de personnes âgées de plus de 75 ans qui est faible, ça nous aide vraiment à avoir une prise en charge plus adaptée. Voilà. Ça change vraiment. Enfin, oui, ça facilite vraiment les choses, quoi. Alors, les points faibles, voilà, on va passer vite sur les points faibles. Voilà. C'est important aussi. Bon, il n'y en a pas, donc voilà. Oui, alors après, si vraiment, je pense qu'un des gros chantiers, c'est l'acculturation de la prise en charge globale de la personne âgée. C'est pas si facile que ça de travailler tous ensemble par rapport aux demandes, par rapport à toutes ces choses-là et les temporalités qui ne sont pas les mêmes et les cultures qui ne sont pas les mêmes. Mais les choses évoluent vraiment et on va y arriver. Et après les financements. Alors le PPS, rapidement, alors ça vous la connaissez par cœur, cette slide, c'est par rapport à la réalisation d'un PPS sur l'évaluation, l'identification des problèmes, les solutions. Je passe plutôt pour revenir à l'outil PPS sur Paris. Donc on a fait un outil créé avec les professionnels et pour les professionnels. C'est un outil vraiment pour eux, pour lequel ils sont en totale autonomie pour réaliser. La CTA, comme elle est conçue à Paris, n'est là qu'en appui du PPS, mais sinon l'outil est pour les professionnels. On a essayé de faire un outil le plus simple possible par rapport à l'outil de la HAS. On a quand même beaucoup simplifié avec très peu de données obligatoires. Et en fait, le principe, c'était chacun pouvait s'y retrouver. Soit ça formalisait le travail entre professionnels de santé de premier recours, soit ça le valorisait, d'ailleurs ça le valorise de toute façon avec une rémunération, ou alors pour certains ça le facilite aussi. Voilà. C'est un outil qui est intéressant parce que ça permet plusieurs items qu'on va retrouver régulièrement dans cette prise en charge sont déjà fléchés. Et on a la place d'exprimer les différentes interventions qu'on va avoir, tant au niveau médical que paramédical, et ça valorise vraiment la prise en charge pluridisciplinaire auprès du patient. Et cet outil PPS, après, on va pouvoir le rendre pour formaliser nos actions auprès de vous, auprès de la CPM et auprès des patients surtout. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant pour les patients et leurs familles, pour vraiment que les actions qu'on fait soient rendues visibles. Ce qui n'est pas visible par une ordonnance sera visible par ce PPS. Et ça, c'était quelque chose d'important aussi. Mais bon, la plateforme s'y prête tout à fait puisque elle permet de rendre un document propre et voilà, oui, aussi. On fait un ping-pong. Une chose aussi, c'est que sur l'outil qu'on a décidé je crois qu'il y a une chose, c'est qu'on a pu dans le PPS, donc les problématiques, on a gardé les mêmes problématiques à quelques détails près de l'outil de la HS, mais après les actions qui sont proposées sont des actions qui existent sur notre territoire et je pense que ça donne des idées. Quand le professionnel de santé, voilà, ça peut ouvrir à des perspectives. Effectivement, c'est pas obligatoirement des choses qu'on ordonnance. Donc, et voilà, et puis ça fait une feuille de route.
Feuille de route, voilà, la feuille de route. Ah si, alors une chose importante aussi, on sait tous que de faire une feuille de route, voilà, c'est très simple sur une personne âgée. Préconiser des actions, ça, on y arrive tous. Par contre, il y a souvent un moment de rupture dans le parcours, c'est qui va être responsable de la mise en place de l'action. Voilà. Après, qui va faire l'action, ça aussi, on arrive à trouver. Mais le responsable de la mise en place de l'action, ça, c'est quelque chose qui peut créer des ruptures dans le parcours. Et sur le PPS, on identifie vraiment. Et ça, ici, en démo, vous avez la V1 du PPS. Là, on arrive sur une V1.2 du PPS, sur lequel on va beaucoup plus stratifier. Voilà. Soit je suis le médecin, je sais qui va mettre en place l'action et j'ai pas besoin d'aide. Soit sinon, on a créé une façon de fonctionner pour qu'on peut demander l'appui de la M2A, de la Maison des aînés et des aidants. Sur cette action-là, j'ai besoin d'aide. La personne est isolée, je ne peux pas mettre en place l'action, je ne sais même pas qui peut la faire et je demande l'appui. Donc voilà. Oui. Les points négatifs, spécifiquement, c'est que c'est aujourd'hui encore assez lourd. Alors nous on a trouvé un obstacle assez simple, c'est que c'était pas compatible la plateforme avec d'autres traitements de texte que Word. Or nous on n'avait pas tous Word, ce qui est un obstacle simple, mais en fait on est obligé de changer d'ordinateur. Ensuite, surtout, pour l'instant on a eu des problèmes sur où envoyer les choses, les modes d'envoi. Les messageries sécurisées finalement c'est facile à mettre en place. On a déjà eu des retours là-dessus. Après vraiment sur le financement, hein, on est content que le PPS existe parce que ça valorise une action qu'on avait déjà, mais ça nous permet de la reconnaître plus. C'est un peu long à rédiger. On nous propose souvent de déléguer la rédaction à des infirmières, mais quand on regarde la façon dont sont cotés les actes, en pratique, c'est quand même nous qui sommes payés plus. Donc globalement, on finit par le faire ensemble ou le médecin seul avec les signatures des aidants. Très bien. Ça reste un peu chronophage, mais avec tous les avantages qu'on avait vus. Après, on a encore des problèmes aujourd'hui pour être payé par la CPAM, quoique très probablement avec la formalisation et les codations directement là sur les télétranspositions. Merci. Je pense que ça va simplifier les choses. Mais aujourd'hui, on a vu 2 ou 3 retours et aller-retour pour finalement que ça marche. Mais bon, ça, voilà. Globalement, ça finit par marcher, même si on doit. Voilà, mais ça va évoluer. Voilà. Très bien. Merci beaucoup sur ce premier retour croisé. Je pense que ce qui est important de retenir par rapport à cette présentation de l'Île-de-France, c'est la simplification des dispositifs Click, Maya, Réseau, qui maintenant effectivement sont dans une même structure avec un même projet de service et donc une porte d'entrée unique pour tous les professionnels, qu'ils soient sanitaires, médico-social ou social, et également une porte d'entrée unique pour la personne âgée et les aidants pour les appuyer dans la démarche d'évaluation ou de recherche administrative pour des plans d'aide de type APA ou en lien avec les plans d'aide de la CARSAT. L'autre point par rapport à la présentation, je pense que ce qu'il faut retenir également, c'est la dynamique qui est enclenchée au niveau de la coordination des professionnels de santé libéraux. Puisqu'on voit bien qu'il y a une plus-value pour le professionnel d'avoir à la fois un plan d'action global et un appui via la coordination, enfin la maison des aînés et des aidants, qui peut du coup l'orienter vers les offres de services du territoire et donc fluidifier le parcours. On est bien là dans la logique du parcours de santé pour éviter effectivement les ruptures, et assurer un maintien à domicile le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions possibles. On va maintenant faire un zoom côté Nord-Pas-de-Calais qui va nous présenter finalement les transitions ville-hôpital, puisque dans le cadre du PAERPA, effectivement, le cœur du dispositif, c'est le maintien à domicile, mais c'est également les transitions ville-hôpital et notamment la meilleure organisation des entrées et sorties d'hospitalisation avec les prestations d'évaluation. Dr Lers. Merci. Alors,
Si vous pouvez passer la première diapositive. Donc nous, notre territoire est un territoire assez vaste. Alors il a été choisi tout simplement parce que depuis 2011, nous étions déjà en GCS, filière gériatrique. Vous voyez, 136 communes, 4 centres hospitaliers, dont un très gros centre à Valenciennes, et 5 cliniques. 31 000 personnes âgées de plus de 75 ans. On est dans un milieu à la fois rural, semi-rural et urbain. Alors évidemment, on a eu de très très nombreuses actions qui se sont déployées et c'est vraiment dans tous les domaines de la prise en charge de la personne âgée. Alors je vais vous faire un focus que sur quelques actions qui ont été vraiment très importantes dans la transition ville-hôpital. Alors sur le plus gros centre hospitalier, celui de Valenciennes, l'équipe mobile gériatrique qui s'appelle l'EMIOG a été renforcée. De ce fait, il peut y avoir maintenant une présence constante de 8h30 à 18h avec un temps gériatre, assistante sociale, IDE et ergothérapeute. Alors, de ce fait, l'intervention est beaucoup plus rapide et le temps passé aux urgences pour les personnes âgées a été diminué. Ça a été déjà un plus. Ça a permis d'éviter des hospitalisations. Et il y a eu un gros axe d'amélioration, d'information auprès des médecins traitants avec un courrier qui s'est drôlement amélioré. Ça a été un des axes forts de cette équipe mobile aussi. Ça a été le retour pertinent de tout ce qui avait été fait comme évaluation et des actions qui pouvaient être mises en place rapidement pour les personnes âgées. Et puis, ça a permis aussi de ce fait-là d'avoir aussi en amont une orientation beaucoup plus optimale de la personne âgée en cas d'hospitalisation, avec toujours l'objectif d'une meilleure prise en charge. Autre axe, si le médecin traitant téléphone à l'EMIOG, de ce fait-là, le gériatre qui est référent ce jour-là, ou si il passe directement par le numéro du gériatre référent du centre hospitalier de Valenciennes, l'arrivée de la personne âgée va être signalée beaucoup plus rapidement à l'EMIOG pour l'intervention aux urgences, ce qui permet une meilleure qualité dans la prise en charge et de renforcer un lien vraiment entre la ville et l'hôpital. On va faire un deuxième focus sur une équipe mobile de gériatrie qui, là, s'est créée au centre hospitalier de Denain. C'est une équipe mobile très particulière puisque nous avons un temps pharmacien qui a été mis en place pour de la conciliation médicamenteuse. Donc c'est une équipe qui travaille énormément sur tout ce qui est prise en charge des thérapeutiques. Alors bien entendu, ça va être pour les personnes âgées de 75 ans qui vont rentrer directement au domicile. Ça ne s'adresse pas aux personnes âgées qui vont aller en SSR ou qui sont en EHPAD. Alors, la démarche est initiée en accord avec le médecin traitant puisque l'objectif, c'est de mettre en place après des PPS, iatrogénie ou multirisques. Alors, il faut savoir qu'à partir de cette équipe, en 2015, il y a 127 PPS qui ont pu être impulsés. Bien entendu, tous n'ont pas abouti, mais il y a plus d'une trentaine de PPS, je n'ai pas le chiffre exact fin 2015, qui ont pu être mis en place. Ils ont quand même eu un gros axe de conciliation médicamenteuse avec 204 optimisations proposées, 2 sur 3 suivies, et l'optimisation médicamenteuse avait été vraiment transmise à la sortie pour le médecin traitant. Alors il faut savoir qu'avec ce temps pharmacien sur cette équipe, il y a un contact du pharmacien hospitalier avec le pharmacien d'officine pour savoir quels étaient l'historique des traitements, et puis donc pour pouvoir
être plus pertinent dans la conciliation, les types de traitements qui vont être pris, leur galénique. Et puis, pour la sortie de ce fait-là, il y a un contact avec le pharmacien qui permet de délivrer pendant une semaine exactement ce qui est nécessaire pour le patient. Je vous propose d'avancer un petit peu, oui, parce qu'il y a encore d'autres dispositifs et je voudrais laisser quand même la place aux questions. Merci. Ce qui permet aux médecins traitants de ne pas passer tout de suite dans les 24 heures. Autre dispositif, l'équipe mobile de psychogériatrie. Alors ça, c'est un dispositif pour les personnes qui présentent une dépression, et avec mise en place d'une adaptation des traitements. Donc ça intervient vraiment au domicile. Ça permet de voir s'il y a nécessité d'une hospitalisation. C'est un dispositif qui a été vraiment très sollicité par les médecins traitants qui se l'ont très rapidement approprié, puisque ça a été démarré en mai et il y a eu 395 expertises. Après, nous avons un dispositif d'hébergement temporaire en EHPAD. Alors en fait, ça a concerné 4 EHPAD, mais en 2015, il n'y avait que 6 lits. Ça pouvait intervenir soit en post-hospitalisation, soit via le domicile. Le plus de ce dispositif, c'est qu'il y a un ergothérapeute qui permet vraiment le lien entre l'EHPAD et le domicile et que tout est fait pour le retour à domicile de la personne avec ses différents intervenants, son médecin traitant, son infirmière, son kinésithérapeute, son pharmacien, et que tout est vraiment mis en place à la sortie du dispositif. Alors, nous avons commencé début juillet sur 6 lits, ça n'a pas été la meilleure période, et il y a eu 19 admissions en 2015. Alors, nous, la plateforme téléphonique, donc nous avons donc un numéro de téléphone unique qui est destiné aux professionnels, où il y a beaucoup de médecins traitants et d'infirmiers qui appellent, mais également, bien entendu, des personnes âgées et leurs proches. Nous sommes ouverts de 8h30 à 19h30 du lundi au vendredi. En 2015, il y a eu 5063 appels reçus, 422 appels en moyenne par mois, dont 256 de professionnels. Alors, quelles incidences sur la vie l'hôpital ? Les médecins, les professionnels du secteur libéral apprécient l'expertise, les compétences spécifiques qui sont mises à leur disposition. C'est la communication qui est très difficile entre le milieu libéral et le milieu hospitalier, progressivement s'améliore. On arrive tout doucement à mieux comprendre et à échanger chacun sur nos problématiques. Et on a tout doucement un respect qui se construit. Je vous remercie de votre attention. Merci bien. Donc là, effectivement, donc c'est un autre volet du dispositif PAERPA, de la logique de parcours sur les transitions ville-hôpital, avec un objectif qui est sous-jacent de toute façon au parcours de santé des aînés, c'est éviter les hospitalisations inappropriées et assurer effectivement une programmation à l'entrée des hospitalisations pour qu'il y ait une vraie circulation d'informations entre la ville et l'hôpital et aussi assurer les meilleures conditions possibles pour les sorties d'hospitalisation. Merci beaucoup pour vos interventions. Je voudrais quand même laisser la parole, même si je sais que nous sommes en retard, mais on a démarré du fait de problématiques de file d'attente et d'accès au site. Est-ce qu'il y a quelques questions au niveau de la salle, puisque vous avez donc des professionnels qui sont à votre disposition pour vous apporter des éclairages sur le dispositif PAERPA? Oui, je vous en prie. Oui, j'ai une question à Madame. Je suis Marie-Dominique Lucier, je suis en charge avec Élise à la NAP du déploiement de PAERPA, de vous accompagner. Et vous avez dit quelque chose de très intéressant parce que dans la réflexion antérieure avec la DSS et les autres acteurs à la mise en place de cette démarche, nous avions pensé que les généralistes qu'il fallait peut-être embarquer, entre guillemets, le plus, étaient ceux qui avaient une grosse clientèle de personnes âgées. Et vous dites que finalement, ceux à qui sert le plus l'activité PPS et l'organisation, c'est ceux qui en ont pas beaucoup.
Et donc, je voulais que vous confortiez ça, enfin, et que peut-être vous fassiez quelques commentaires. Peut-être Aurélie. Alors, par exemple, dans notre maison de santé, on est 4 médecins généralistes, dont un qui travaille dans 3 maisons de santé qui avaient déjà une activité de gériatrie très développée. C'est clairement lui le plus réfractaire à l'outil PPS et c'est clairement lui qui appelle le moins souvent le dispositif. D'accord. Après, on a tous une activité de visite à domicile parce qu'on estime que c'est important. Ceci dit, dans nos activités, on voit aussi beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, des personnes qui sont. Mais ce qui est important vraiment dans les situations complexes des personnes âgées, c'est vraiment de pouvoir s'appuyer sur les dispositifs qui existent et quand on n'a pas cette activité de façon très régulière, on les connaît moins. Et pour ça, c'est extrêmement précieux pour nous de pouvoir dire, l'ergothérapeute, comment le faire intervenir. Il faut que cette femme ne chute pas à nouveau. Si moi je lui dis, vous devriez vraiment enlever vos tapis, elle va pleurer d'abord et ensuite elle va dire mais quand même vraiment ce sera vilain et à sa deuxième chute elle dira d'accord je veux bien que l'ergothérapeute vienne et l'ergothérapeute lui avec une présentation très analytique et du coup réussira à présenter les choses de façon complémentaire, fait un compte rendu, ce qui valorise vraiment cette intervention et ça c'est qu'un exemple parmi tous les autres mais en tant que généraliste cette place elle est vraiment importante pour nous comme il y a un nombre important de personnes, si on n'arrive pas à intervenir auprès d'eux, voilà. Oui, bonjour, Alexandre Farneau, Agence régionale de santé Île-de-France. Donc je suis aussi dans le projet PAERPA. Juste pour vous indiquer que sur Paris, on est tellement satisfait de la démarche qui a été initiée effectivement sur 3 arrondissements parisiens qu'elle va être étendue à 6 autres arrondissements. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais que cette démarche de coopération entre le social, le médico-social et une partie du milieu sanitaire avec les médecins est aujourd'hui une démarche qui est enclenchée au niveau parisien. C'est-à-dire qu'à terme, on espère qu'à l'horizon d'1 an ou 2, l'ensemble de ces coordinations avec les outils que l'on a testés et qu'on continue à développer avec la NAP, le ministère et la CNSA, etc., vont être complètement diffusés sur l'ensemble du territoire parisien en appui des professionnels de santé et du territoire. Donc on voit que c'est vraiment pour un message très positif qui n'a pas été évident à faire, qui est encore en progression. Mais voilà, pour vous dire que cette démarche ne va pas se circonscrire uniquement aux 3 arrondissements, mais qu'il y a une vraie volonté institutionnelle, aussi des acteurs de terrain, avec les témoignages qui sont là, d'élargir complètement la dynamique. Merci, je conclus, mais Alexandre vient effectivement de conclure pour ma part. Donc simplement vous indiquer qu'on est dans le cadre des dispositifs PAERPA dans une logique d'évaluation et de capitalisation. Donc on va effectivement avoir un retour qualitatif et médico-économique sur la plus-value du dispositif, notamment avec les différents leviers qui ont été mis en œuvre. Et sans plus attendre cette évaluation, au regard de la logique de territoire qui se met en place et que les acteurs s'approprient finalement la démarche, une extension effectivement est en cours et va être annoncée à la fin du trimestre 2016. Pour notamment les nouvelles régions qui vont venir appuyer et développer la logique PAERPA en Bretagne, Normandie, PACA, Rhône-Alpes, Auvergne et Corse. Voilà. Merci beaucoup.